bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton! Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate. Voilà, on va essayer de faire un début plus calme que la dernière fois, parce que la dernière fois, effectivement, on avait l'impression que j'étais sous cocaïne sur mes premiers mots. Là, cette fois-ci, on est plus calme. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera essentiellement là pour le débriefing de Paris-Roubaix, de l'Enfer du Nord, voilà. Une course qui a vu la victoire de Peter Sagan. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Alex, un habitué. Bonsoir. Voilà, j'espère que tu t'es remis du rendez-vous du groupe Eto au Carrefour de l'Arbre, que la tête te fait pas trop mal. Moins. Ah, plus ou moins. Toujours un petit peu, encore quelques restes. Il y a des séquelles. C'est ça. Johan, également, un habitué. Enfin, un habitué. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Habitué épisodique, quoi, parce que ça fait un petit moment, ouais. Ouais, mais... Donc, ouais, je suis content d'être là. Eh bien, re-bienvenue. Et alors, un petit nouveau, mais pas tout à fait. Hein, c'est Yann. Bonsoir. Bonjour. Salut. Alors, pas tout à fait, parce que même si t'as jamais été derrière le micro, t'étais un petit peu dans les coulisses depuis un petit moment, quand même. Ouais, bah je tenais les fichiers Word pour voir toutes les conneries que pouvait dire Alex. Voilà. Et alors là, j'espère évidemment que tu les as ressortis. Notamment parce que, comme je vous dis, le sujet du podcast, évidemment, le débriefing de Paris-Roubaix. Mais en fin de podcast, on va essayer de placer vite fait les Ardennaises là, qui arrivent dans les semaines qui arrivent. Bon, ça ne sera pas la plus grosse partie du podcast, ça, je pense. On va vite fait les évoquer, puis les traditionnels pronostics. Voilà, mais il y a 2-3 dossiers à ressortir, hein, notamment, je vous rappelle, Alex, hein, l'homme qui dit que Liège-Bastogne-Liège est une course qu'il préfère à Paris-Roubaix. Hein, donc, en effet, les ingrédients sont là pour ressortir de jolis dossiers de sa part. Du coup, pour commencer, évidemment, on va passer d'ailleurs, c'est même pas pour commencer, c'est pour quasiment toute la durée du podcast. On va évoquer donc du coup le Paris-Roubaix remporté par Peter Sagan. Donc alors là, je vous dis pas, j'ai un nombre de sujets assez importants. On va essayer d'être concis. Logiquement, on peut pas évoquer Paris-Roubaix sans malheureusement évoquer le décès de Gollard, qui malheureusement a endeuillé cette édition de Paris-Roubaix. Bon ben voilà, un cycliste qui meurt sur la route. J'ai presque envie de dire que ça devient une habitude, hein. Ça fait quelques années qu'on les enchaîne là. Bon mais voilà, que dire si ce n'est que un drame qu'on aimerait éviter de voir. Malheureusement, bon là, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, hein, quand on sait ce que c'est? Un malaise cardiaque. Du coup, parlons de la course. Parlons de la course en elle-même, parlons de... Alors par quoi on va commencer? J'ai envie de dire déjà, la première question que je pose à chaque fois qu'on fait un petit débriefing de course, c'est vite fait votre sentiment sur la course. Au niveau du spectacle, Paris-Roubaix, on sait que tous les ans, c'est un petit peu la course qui ne nous déçoit pas en termes de spectacle, en termes de rebondissement. Est-ce que cette année, c'est également une année qui a été plaisante à regarder? Je connais à peu près votre réponse, puisque voilà, comme je vous dis, Paris-Roubaix, c'est jamais une course qui déçoit vraiment. Mais bon, un petit tour de table pour savoir si vous avez apprécié la course ou pas. Johan, je te lance en premier. Bah, moi, ma petite déception, c'est qu'en gros, 2016 et 2017, ça avait été à fond de début à la fin. Là, cette année, il y a eu une heure de bataille pour prendre l'échappée. L'échappée, ça s'est posé après derrière. Et ça a redémarré qu'au niveau des secteurs pavés. Donc, petite déception sur ça. Et puis, niveau conditions météo, lorsqu'on avait fait un petit peu la preview de Paris-Roubaix, on avait évoqué la crainte que ce soit un entre-deux, c'est-à-dire pas assez humide pour avoir la boue. Le spectacle a quand même été au rendez-vous, même si en fait on a eu l'entre-deux météorologique qu'on craignait un petit peu. Alex? Enfin, l'entre-deux, c'est quand même celui qui a provoqué la première chute avec un gros passage debout où les coureurs sont ramassés. Ouais, les 3 premiers secteurs en fait étaient complètement boueux. C'est qu'après les 3 premiers secteurs, on a vraiment eu des secteurs beaucoup plus secs. Et alors, c'est assez impressionnant parce que si j'ai bien compris, il a plu jusqu'au matin de la course. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un Paris-Roubaix boueux, quoi? Il faut qu'il pleut pendant la course, tout simplement. Ouais. On en est réduit à ça, quoi. Je sais pas, il pleuvait pas à minuit. Moi j'ai lu vite fait qu'il pleuvait jusqu'à 10h du matin, je crois. Alors je sais pas à quelle intensité, mais en tout cas que le ciel avait craché un petit peu. Le ciel était gris, mais j'irais pas dire jusqu'à ce qu'il pleuvait. Hein. Très bien. T'as des souvenirs de la veille à minuit? Ouais. Ouais, c'est là où les souvenirs s'arrêtent, tu vois. Mais je pense pour avoir un Paris-Roubaix plus vieux, il faudrait le faire en juillet, comme en 2014. C'est ça, ouais. Ça marcherait bien, hein. Voilà, bon, ça c'est la faute du réchauffement climatique, on le sait tous. Hein. Bon, bref, toujours est-il que maintenant qu'on a évoqué vite fait les conditions météo, on va s'attaquer vraiment à la course en elle-même. Et là, on va s'attaquer un petit peu à le côté chauvin du podcast, on va s'attaquer aux Français qui n'ont pas été très en réussite cette année. Tu peux dire qu'ils ont fait de la merde. Hein. Voilà, clairement, on va le dire. Et alors,
là je ressors une stat de ma mémoire, donc potentiellement totalement fausse, mais il me semble avoir lu que c'était la pire édition pour les Français de l'histoire de Paris-Roubaix. C'est-à-dire que la 26e place de Sarro, qui est donc le premier Français, c'est la pire performance de l'histoire de Paris-Roubaix, à égalité, je crois, avec l'édition 1999. Et alors là, je suis totalement hésitant quand je balance la date, parce que c'est un truc que j'ai lu il y a 3 jours, vite fait furtivement, mais il me semble que c'est ça. Donc, le bilan français est effectivement très négatif, et le bilan français et l'échec français est un petit peu symbolisé, je pense, par un homme dont on attendait énormément et qui finalement est passé complètement à côté de sa journée, c'est Arnaud Démare. Donc voilà. Qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous avez à dire sur les Français? Alors, on va pas forcément évoquer que Démare, même si ça va être, à mon avis, au centre de cette discussion, mais pourquoi pas également Laporte ou Petit, qui ont également pas vraiment été en réussite, même si on les attendait beaucoup moins que le coureur FDJ. Alex, je sais que tu as un amour particulier pour Arnaud. Je te laisse commencer. Ouais, non, mais les Français, c'était catastrophique. On attendait beaucoup d'Arnaud Démare. Bon, moi, j'attendais rien, mais ouais, voilà, il lâche avant même la trouée d'Arambert. Au final, il finit dans un groupe avec Dylan Groenewegen. Alors qu'il avait fait 6e l'année dernière, franchement, c'est pas ouf. Ensuite, il y a Christophe Laporte qui a tenu, qui était bien placé en plus pendant la plupart des secteurs et qui a aussi lâché, je sais plus vraiment où est-ce qu'il avait lâché exactement. Sinon, par contre, il y a du positif du côté des Français. Il y a Marc Sarro, donc, qui n'est pas vraiment pavé, mais qui fait quand même 23e. Il y a Tanguy Turgis. Alors là, je sors l'info de CDA. Apparemment, il avait vraiment de bonnes jambes sur les pavés. Et s'il n'avait pas crevé, il disait qu'il pouvait faire un top 30, je cite, top 30 facile. Et ouais, mais du côté des Français, c'était vraiment pas terrible. Là aussi, Adrien Petit, là aussi, lui aussi largué avant le secteur de Mont-Saint-Pével et qui n'a pas réussi à s'accrocher. Donc on n'a vraiment eu aucun Français qui a réussi à s'accrocher avec les meilleurs et c'est vraiment dommage. Et quand tu évoques Tanguy Turgis, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a 19 ans, c'est sa première année pro. Donc c'est surtout ça qui est impressionnant, parce qu'après, il fait 42e, je crois, au final. Oui, vérification, c'est ça, ouais. Il finit avec son frère, ouais. Voilà, ouais. C'est ça, qui est pas... Sur le papier, ça semble être complètement anecdotique, mais c'est son premier Paris-Roubaix, 19 ans, néo-pro, ça reste quand même... Voilà, et avec en plus une crevaison dans le final. Donc il y a quand même de l'espoir de ce côté-là, effectivement. De toute façon, il vient du cyclocross, donc forcément, ton Turgis, il est bon, hein. Certes, voilà, oui, c'est tout. Voilà. Alors imaginez le futur Wout van Aert des classiques. Hein. À voir. Ouais, mais c'est pas la classe de Wout van Aert à ce point-là. Mais après, peut-être le problème qu'il aura dans le Turgis quand il sera à plus haut niveau stabilisé, c'est qu'il est vachement léger pour Paris-Roubaix quand même. Enfin, c'est un tout petit gabarit, quoi. Ah, il a eu le temps pour s'engraisser. Hein. Il y a 10 ans à faire. Ouais, bah c'est sûr, après il peut prendre la caisse, mais bon, après le gabarit physique, les centimètres, tu les gagnes pas comme ça, hein, au bout d'un moment, hein, même si c'est vrai que c'est un poids plume, quoi, mais bon. Peut-être qu'on le verra plus sur des courses comme le Tour des Flandres, etc., Gent-Wevelgem, toutes ces courses avaient des monts à suivre. Bon, en tout cas, pour un point de Paris-Roubaix, il a vraiment impressionné. Johan, je te laisse continuer sur les autres Français, peut-être. Arnaud Démare, il était pas dedans, quoi. Il est pas les jambes, il commence à avoir une crevaison, il est pas foutu de suivre le groupe d'Anna Essen pour recoller au peloton. Là, tu dis, il commence à avoir un problème. Tu dis, peut-être qu'il est pas bien, que ça va se débloquer. Puis dans la trouée d'Arenberg, il est derrière, il s'accroche et on peut plus. Et puis au bout d'un moment, il se fait lâcher parce qu'il a pas les jambes, quoi. C'était assez triste à voir, quoi. Clairement. La FDJ autour, elle était bien, quoi. Elle a perdu 2 coureurs sur une chute et après, il y avait encore 4 équipiers autour de lui qui tournaient pas si mal. Il y avait Marc Sarro qui était dans une super forme là, à la sortie du circuit de la Sarthe. Et puis, ouais, non, c'est dommage, quoi. Même Sinkeldam aussi a tenu pas mal de temps. Hein. Sinkeldam était pas mal du temps. Sinkeldam, j'ai l'impression que ça l'a perturbé un peu que Démare soit pas dedans. Mais c'est un peu dommage, quoi. Sinkeldam, d'ailleurs, il y avait Thierry qui se gourait derrière. Arnaud Démare est en train de revenir ou est en train de lâcher parce qu'ils avaient les mêmes couleurs, quoi. Ouais, c'est-à-dire quoi, le champion de Hollande et de France, c'est globalement à peu près les mêmes couleurs. Là, sur le coup, je peux excuser le monsieur Adam, hein, pour une fois. Ah ouais, non, mais moi, ça me faisait marrer, quoi. Mais non, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Ouais, c'est sûr. Ouais, et puis sinon, moi, mon regret sur les Français, c'est Mathieu Ladanius, qui a pété ses records de puissance sur le circuit de la Sarthe, qui aurait pu faire la même préparation que Marsaro, qui aurait pu arriver, qui aurait pu tout déboîter. Et vraiment, quoi, moi, j'ai bien regret qu'il n'ait pas été là, quoi.
Mais alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une décision volontaire de sa part. Hein. C'est juste que. Oui, c'est lui qui dit j'ai envie de faire autre chose, j'en ai un peu marre, machin. Mais enfin, ça fout les glandes, quoi. Mais C'est sûr. On se rappelle que lui, il est pas passé loin de faire des jolies places à Paris-Roubaix. lui à son meilleur, il suivait les Boonen, les Lars Boom et tout à la pédale, quoi, sur le carrefour de l'Arbre. C'était énorme. Ouais, mais il crevait juste après, quoi. C'est un petit peu ça le problème, quoi. Mais bon. Yann, ton avis sur les Français? Ouais, bah de toute façon, sur des marches, je crois que tout a été dit. Hein. Après, il a le jour sans, c'est comme ça. Moi, je suis un peu plus déçu par Petit parce que, mine de rien, il était sur 2 années où il finit dans le top 10, je crois. Ouais. Et là, il finit à une anecdotique, je sais pas, 40e place ou un truc du genre. 46. Il finit 46. Ouais, c'est ça. Ça fait, pour le coup, ça fait un peu tâche. Alors, j'ai pas l'explication de pourquoi il finit aussi loin. Mais ouais, je trouve ça un poil dommage. En tout cas, plus que Desmar aussi, sur lequel on mettait un peu tous les espoirs français. Alors que bah Petit, c'est pas non plus un lapin, quoi. Le gars, il a 2 top 10 sur Paris-Roubaix les 2 dernières années. Ça veut dire qu'il a quand même un sacré potentiel. Pareil, Turgis, alors c'est cool, hein, il fait une belle perf et tout, mais j'ai pas envie de m'emballer et j'ai pas envie qu'on commence à le mettre trop sur un piédestal. Parce que bah justement il est jeune, faut aussi voir les années à venir ce que ça va donner et est-ce qu'il est vraiment taillé pour Paris-Roubaix. On a un peu tendance chaque année les Français à essayer de trouver un futur vainqueur de Paris-Roubaix et il faut peut-être aussi juste qu'on soit lucide et que cette année nous permette de nous rendre compte que pour l'instant on n'a pas de vrai top flandrien à venir, quoi. Parce que rappelons que le Français qui est passé le plus près de gagner à Roubaix, c'est Sébastien Turgot. Ouais. Tout à fait. Non mais après, quand tu dis qu'il faut pas le mettre sur un pédestal, le petit Turgis, le problème c'est que visiblement à l'arrivée, il paraîtrait que Pinot lui a dit un jour tu seras sur le podium de Paris-Roubaix. Ouais, tu vois, ça fait partie typiquement des trucs où on va leur mettre une pression de l'espace et ça va être la prophétie à l'envers, quoi. Il va porter la poisse et le mec il fera jamais mieux qu'un top 5, ça se trouve. Et il restera bloqué peut-être même dans un top 20 et il n'arrivera jamais à perfer plus que ça. Affaire à suivre. Bon voilà. Et concernant Arnaud Démare, je pense que... y a-t-il vraiment un débat à avoir sur Arnaud Démare parce que c'est clairement il avait pas les jambes, quoi, parce que ah non, il était cramé. Hein. Le mec se fait larguer par Bagdonas galopin sur les pavés. À partir de ce moment-là, tu sais que c'est pas juste une question de oui, il est pas assez bon sur les pavés, c'est une question où il avait pas les jambes. Parce qu'on avait il le reconnaît, hein. Oui, non mais clairement, non mais parce que l'année dernière, on avait évoqué le fait qu'il avait terminé 6ème et que c'était un petit peu entre guillemets il fallait pas non plus... Il fallait mettre cela en perspective parce que c'était peut-être une édition qui était moins sélective ou ça avait favorisé un petit peu les suiveurs et vu sa pointe de vitesse, ça avait également favorisé sa bonne place. Mais voilà, quoi. C'est-à-dire que là, cette année, c'est juste... c'est pas une remise en question de qui l'a fait l'année dernière, c'est juste que cette année, c'était la mauvaise condition, quoi. Bon, voilà. C'est con que ce soit sur son objectif de la saison, en tout cas de la première partie de saison. Voilà, quoi. Bon... Passons du coup peut-être à autre chose. Passons on va internationaliser le débat. Passons vite fait du coup aux autres équipes. Continuons peut-être sur les échecs. Hein. On va rester dans cette même dynamique négative. Qui sont selon vous du coup les mecs qui ont raté leur Paris-Roubaix et même peut-être au-delà du Paris-Roubaix peut-être leur campagne. Alors on avait déjà évoqué la Sky et la Mitchelton lors du podcast précédent qui était sur les Flandriennes. Bon, ils n'ont pas véritablement retourné la dynamique. Et on peut dire que voilà, c'est ça. Les classiques sont ratés. Côté Sky, invisible. Côté Mitchelton, Trentin qui se casse la gueule. Et du coup, est-ce qu'il termine au moins Paris-Roubaix, Trentin? Je suis même pas sûr. Non. Il abandonne, je crois. Non, je crois qu'il abandonne. Ouais, il chute avec... Si, 88ème, Trentin. Ah, bah, non, il a pas fini. Non, 88e. Trentin dernier. Ah, voilà. Il chute... abandonné. Ouais. Il abandonne, il chute avec Langeveld, je crois, de mémoire. C'est un truc comme ça. Bon, voilà. Des choses à dire sur Sky, sur Trentin, sur Mitchelton où on passe alors Sky, ils ont quand même eu la poisse parce que Geraint Thomas est tombé 2 fois, Moscon a dû tomber 1 fois et il a crevé 1 fois, donc... Il faut arrêter avec ils ont toujours la poisse si on joue à ce jeu-là sur Paris-Roubaix, la Sky. Hein. Il y a un moment, ils sont peut-être juste mal placés ou... Alors, là où ils ont juste pas la course qu'il faut, quoi. Là où ils ont quand même vu la poisse, c'était quand même c'est l'année dernière où ils font un strike alors qu'ils sont en tête du groupe et ils chutent à 3 ou à 2 ou 3 là.
Ouais, mais si je me souviens bien, c'est bien un Sky qui provoque la chute. Oui, pas c'est de un Sky qui poisse, provoque la chute. C'est Bon. que le mec est dans le jus ou qu'il a plus la lucidité, donc c'est pas de la poisse quoi. C'est juste qu'il est peut-être cramé ou ailleurs ou il le paye. Voilà, premier Sky, je crois que c'est Van Barle qui fait dans les 20 premiers, je crois. Il fait 19ème ou quelque chose comme ça. Ouais, Mais 19ème. Van Barle, c'est impressionnant parce qu'il était toujours en galère tout le long. Il a galéré sa race, il a fait l'élastique tout le long. Il finit dans le top 20, quoi. Voilà. Juste devant, Henry Schausler, hein, toujours vivant. Voilà, au passage. Ouais. Il est toujours debout. Il fait toujours sa petite placette. C'est ça. Et De Baker, 21ème. Donc voilà, De The Baker. par contre. On The l'avait. Baker. Ouais, pardon, ouais, ça va, les prononciations. Et De Backer, il a failli accrocher le gros groupe à un moment. Ouais, il a crevé juste au moment où il allait faire la jonction. Ah, il y a eu une crevaison de Baker. Parce que De Baker, on avait quand même évoqué le fait que lors de la preview, que c'était le meilleur espoir de Vital et qu'il allait faire son top 20. Et il n'est pas passé loin finalement, 21ème. Et s'il a eu une crevaison, on pouvait dire qu'il avait. Ouais, non, mais il a vraiment eu la crevaison au mauvais moment. Au moment où Finet a accéléré et que le groupe a pété, De Backer était dans la roue de Seb Van Mark, je crois. Ouais, et après il a Et, disparu. et il crève directement. Et il crève à ce moment-là, en fait. On le voit qu'il se gare sur la route. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a crevé. Et il n'a jamais pu accrocher le bon wagon à cause de ça. Ok, bon ben voilà. Mais pareil, quand on parle des déceptions, on peut parler de la Bahreïn. Hein. Tu parlais de Hausler, il fait son top 20, mais derrière, tu regardes l'équipe, 4 abandons, 1 hors délai et Pibernik qui fait 100. Bah, une belle équipe fantôme. Hein. Enfin, ils ont rien fait, quoi. Ils sont venus planter des Ouais, choses. mais en même temps, il y a pas vraiment de mec qui pouvait accrocher quelque chose. Tu voyais Meyin Wang finir dans le top 10 là. Tu mettais Nibali. Non, clairement pas. Bah, c'est Alex, sans déconner, tu prends le pire coureur de l'histoire et tu le mets sur Paris-Roubaix. Bien sûr que non, on va pas non plus rentrer dans la caricature, mais quand t'as un mec comme Hausler, tu te dis qu'il pourrait aussi peut-être à un moment essayer de recruter pour au moins lui filer un coéquipier. Non, mais dès lors que tu reposes tes espoirs sur Henry Hausler, ça reste quand même très branlant parce qu'Hausler, ça fait 3 ans, 4 ans 3 ans, 4 ans qu'il fait plus rien là. Enfin, Hausler, ça a été un grand coureur. Enfin, il a été ses meilleures années. C'était un bon coureur quand il était allemand, quoi. C'était la décennie, c'était aux alentours de 2010, quoi. Ouais, Ouais, voilà. puis en 2016, il fait 6 de Paris-Roubaix aussi quand même. Ah oui, alors j'avoue, quand j'ai regardé son palmarès, j'avais oublié totalement ce 6-7e place. Ouais, bon, voilà. C'est pas non plus un vendeur de jambon au marché du coin, c'est quand même un. Ouais, enfin, il est très loin de ses grandes. Il est très loin de trucs. ses grandes années. Hein. Je pense pas qu'il ait la dimension pour être leader d'une équipe sur les pavés. À la rigueur, être leader d'une équipe qui est en 3ème rideau sur les pavés, ce qui est Bahreïn Merida, globalement. Ouais, mais il pourrait au moins lui filer un équipier, tu vois. Ça, je trouve ça un peu décevant aussi de voir des fois des équipes comme Bahreïn qui ont du budget lâcher complètement certains types de courses. Voilà, ouais, peut-être que le Nibali, dans les années à venir, sur Paris-Roubaix, on sait jamais. Hein. Ouais. Il y en a que ça fait vivre, hein, qui y croient. Hein. Paf, allez hop. Il y en a qui croyaient sur le Tour des Flandres jusqu'à ce que Terpstra il accélère, quoi. Ah oui, le plus grand ascenseur émotionnel du forum depuis quelques temps, hein, quand même. C'était magnifique, ça. Enfin bon. Du coup, pour rester sur les déceptions, peut-être évoquer, alors je sais pas, Van Avermaet, qu'on avait déjà également évoqué un petit peu sur le dernier podcast, mais Van Avermaet, là, qui confirme clairement. C'est une semi-déception parce qu'au Oui. final, il fait un Paris-Roubaix pas trop mauvais. Il finit 4ème, il s'accroche tout le long, il prend des relais monstrueux, il tente de lâcher Terpstra à un moment, il recolle tout seul au groupe à un moment aussi. Donc, c'est sa meilleure Flandrienne. En fait, c'est la campagne. Voilà. Qui fait, En fait, on peut dire qu'il fait un bon Paris-Roubaix en comparaison au reste de sa campagne de Flandrienne de cette année, mais qui fait une mauvaise campagne de Flandrienne en comparaison à la Razzia qu'il a fait l'an passé, quoi. Je sais pas quel Après, l'an dernier, c'était monstrueux ce qu'il avait fait. Voilà. Faut aussi prendre du recul là-dessus. Il avait fait une année énorme. Ah bah, il fait le grand chelem l'année dernière, quasiment. Voilà, au bout d'un moment, c'était clair et net qu'on pouvait pas s'attendre à ce qu'il refasse la même cette année, mais bon, c'est-à-dire que voilà, peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il soit un peu plus fort que ce qu'il a montré cette année, où il était clairement pas parmi les, même pas parmi les meilleurs, j'ai envie de dire, hein, parce qu'à part sur Paris-Roubaix, sur les autres courses, il s'est jamais vraiment montré à la haut niveau d'un Terpstra ou, voilà quoi. Du coup, si visiblement vous n'avez pas grand-chose à dire sur Petit Greg, peut-être parler de notre petite déception. Alors, Philippe Gilbert. Bah alors vas-y. Ouais, il a le travaillé mec, pour Terpstra, tu peux pas trop comparer. il arrête un vaille du tout. Enfin, le mec il part en échappée pendant 10 bornes en n'en faisant pas trop, et puis après il se fait exploser sur un secteur pavé. On a fait des caisses à sur... l'avant quand même. Mais non, mais on a fait des caisses sur Gilbert qui voulait gagner les 5 monuments, machin, et puis il se prépare pour Roubaix, on le voit, il roule pour les coéquipiers, il joue pas trop sa carte sur les autres courses, et puis on arrive sur Roubaix, il est pas foutu de suivre Tyler Finney sur un secteur, quoi. Bah, voilà quoi.
Gilbert, c'est un puncher et il est limité sur les pavés, quoi. Et lorsqu'il n'y a pas les pourcentages pour l'aider, entre guillemets, à faire la différence et être dans un environnement qu'il aime bien, ben voilà, il est clairement pas au niveau des énormes rouleurs que sont Terpstra et compagnie. Mais bon, on y avait cru, hein. Moi-même, on l'avait même évoqué dans des podcasts en disant qu'il avait peut-être travaillé spécifiquement sur Roubaix. On avait même dit que sur les classiques, sur la campagne, là où il a été le plus impressionnant, c'était justement sur le plat. Mais bon, visiblement, voilà, Gilbert, ça reste un très bon coureur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour Paris-Roubaix, s'il n'a pas le profil, peut-être. Hein. C'est peut-être ça le problème. Faut qu'il fasse comme Sylvain Didier, faut qu'il fasse l'échappée. Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais ils laisseront. Enfin, jamais on le laissera partir. Ouais, jamais on laissera pas partir Philippe Gilbert en échappée. Ou alors en fin de carrière. Déjà que Yale Wallace, c'était compliqué, mais alors. Ouais, mais même en fin de carrière, sur Roubaix, c'est dangereux parce que tu peux gagner pour Roubaix à 40 ans, quoi. Certes, mais bon. Il y a eu Ayman, tu vois, ça arrivera plus jamais avec un mec. Enfin, pas plus jamais, mais en tout cas dans les 5 ans à venir, avant de laisser un gros poisson comme Gilbert se faire la malle. Bon, après, on évoque Gilbert, mais pourquoi pas vite fait, enfin, pourquoi pas englober la Quick-Step dans ça. La Quick-Step qui était sur une campagne de Flandrienne parfaite et qui là, finalement, se rate un petit peu sur celle-là. Presque la plus importante, même si, étant une équipe belge, le Tour des Flandres est sans doute un petit peu plus important que Roubaix pour le sponsor. Mais. Enfin voilà, sur le gros monument des Flandres avec le Tour des Flandres, c'est finalement la victoire qui s'échappe alors qu'il semblait être les plus forts. Et notamment Terpstra qui semblait être clairement l'homme de la campagne et surtout le mec le plus fort sur les pavés cette année, quoi. Ouais, j'ai pas trop compris leur tactique. À Quick-Step, ils font rouler 3 mecs. Ensuite, ils laissent partir Stibar, mais il n'y a personne derrière qui suit. Donc je sais pas trop s'ils ont communiqué avec des mecs que Stibar a attaqué. Ensuite, quand Stibar se fait reprendre, ils roulent avant d'exploser, puis de revenir. Et puis, ils font pas rouler Lampart entre-temps. Et puis, surtout, ils vont pas chercher Sagan. Alors qu'ils ont encore Gilbert, Terpstra, Lampart, et même Stibar qui n'était pas encore lâché à ce moment-là. Donc, clairement, les Quick-Step, ils ont perdu la course parce que Niki Terpstra, il était encore avec le groupe Van Avermaet, Van Mark à la sortie de Cizoin. Et pourtant, il arrive tout seul sur le vélodrome de Roubaix et il a repris 35 secondes au quintuor derrière. Alors, ouais, clairement, pour moi, Terpstra, il avait les jambes d'aller chercher ce Paris-Roubaix, mais son équipe a vraiment chié dans la colle pour le coup. Ouais, après, il faut relativiser l'attaque de Sagan parce que quand Sagan il se fait la malle, il y a pas de quick step dans le groupe directement au contact avec lui, hein, ils sont derrière. C'est bien ça le problème. Ouais, mais même derrière, il commence pas à rouler, quoi. Il y a des Golden qui attaquent, il y a 2 autres qui partent avec lui, je sais plus c'était qui. Il y a Van Der, les quick step derrière, ils font rien, quoi. Ouais, mais il leur faut un petit peu de temps pour remonter en tête de groupe et quand ils y arrivent, il est déjà à 10 ou 15 secondes. Hein. Après, on est d'accord qu'ils ont une tactique. Ils ont pas roulé, c'est Terpstra qui a accéléré. Hein. Après, ils ont roulé qu'au moment où Stuyven et Van Aert ont attaqué et que Sagan avait déjà pris 45 secondes déjà à ce moment-là. Donc, ouais, ils ont clairement réagi beaucoup trop tard. On arrive aux limites de la tactique. Alors, la tactique qui leur a permis d'être en totale réussite sur les fins de précédentes, c'est-à-dire d'avoir plein de cartes différentes. Là, en fait, le fait d'avoir trop de cartes a fait que personne s'est mis au service de quelqu'un. Logiquement, quand on voit la physionomie de course et la force qu'avait Terpstra, logiquement, il aurait fallu mettre tout pour Terpstra une fois que Sagan s'était fait la malle. Et ils l'ont pas fait, quoi. Ouais, et puis Sagan a été très fort sur le moment où il part, parce qu'il part au moment parfait. Ah ouais, techniquement, c'était le timing. Alors que justement, il n'y a aucun quick step là. Terpstra, on l'aime ou on l'aime pas, hein, mais c'est typiquement le genre de situation, s'il avait été placé à l'avant, il serait débrouillé pour aller choper la roue de Sagan et pas le laisser partir. Là, vu qu'il y est pas, que les autres sont peut-être plus assez en forme ou à moitié cuit, Sagan il s'en va et puis rideau, quoi. Ça rappelle quand Tom Boonen était parti en 2012. Il y avait, je crois, c'était Balan et puis peut-être Pozzato qui avait attaqué. Il y a Boonen qui est revenu dessus et puis en mode qu'est-ce que vous foutez, les mecs, il reste 50 bornes. Enfin voilà, et puis il avait contré en mode facteur avec Terpstra et puis ils étaient partis. Sagan il a fait la même, quoi. Effectivement, bon voilà. Du coup, alors Sagan, on va en reparler de Sagan un peu plus tard. Juste conclure sur les fails. Est-ce qu'il y a d'autres mecs, enfin les fails entre guillemets, en tout cas les déceptions. Est-ce qu'il y a d'autres mecs qui vous ont un petit peu déçus? Moi j'en ai un vite fait qui me vient en tête, c'est Naesen. Je sais pas si vous voulez en parler. Le petit Olivier. Est-ce qu'on en attendait vraiment quelque chose de plus?
Ouais, avec la force qu'il avait l'année dernière, ouais. Oui. Ah non, mais dans le sens quand on regarde sa campagne de cette année, à chaque fois on attendait quelque chose sur une course et puis à chaque fois il n'était pas là où on l'attendait. Donc quant à Vandenberg en équipier numéro 1, bon. Alors là, s'il y a bien une course. Il était super bien. Voilà, alors s'il y a bien une course depuis 3 ans où on peut pas critiquer Vandenberg, c'est quand même celle-là, quoi. Parce que le mec a quand même fait le café pendant toute la course. Enfin, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit chez AG2R depuis qu'il a été recruté, quoi. J'ai envie de dire. Hein. C'était un échec total son transfert. En propre. Enfin. Ouais, voilà. Et puis, effectivement, Naesen, on peut pas se mentir en disant que sa campagne est décevante au vu de ce qu'il avait montré l'année dernière en étant clairement un des plus forts sur les pavés. Cette année, clairement, il est en dedans par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, ou en tout cas, c'était ce qu'on avait dit lors du dernier podcast. Les autres se sont remis à son niveau. Mais voilà, quand on regarde son tour des Flandres, c'est clair qu'on a l'impression que il est un petit peu dans le deuxième rideau, j'ai envie de dire, cette année. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à... Si on était objectif, on pouvait se dire que Naesen, un top 10, ça aurait été déjà sympa, quoi. Mais bon, vu ce qu'il a montré l'année dernière, on avait quand même ça dans la tête et on se disait que pourquoi pas. Après, on peut évoquer... le matériel AG2R, pour le coup. Non, alors là, il a crevé de fois. Alors là, voilà. C'est pas le matériel. Là, c'est le pavé. T'as vu que Vandenberg crevé? Bah non, il a pas crevé. Alors que Naesen, ça fait 8 crevaisons en 2 éditions, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas le matériel. Hein. Alors là, je suis totalement d'accord. Là, non, mais c'est pareil pour les chutes. Il y a un moment, il faut voir aussi comment il se place, le garçon. C'est sûr qu'à toujours essayer de fureter un peu derrière sans vraiment te placer devant, bah tu le payes. Hein. Oui, d'ailleurs, il était dans la route des Mars pendant un long moment à l'arrière du peloton dans la trouée d'Arenberg, c'était pas ouf. Non, mais pas pendant la trouée avant. Mais... Naesen, voilà, clairement, ce qu'on retient de sa campagne, c'est son placement calamiteux sur toutes les Flandriennes, où à chaque fois il est en fond de groupe. Hein, et ça n'a pas dérogé sur Paris-Roubaix, où il se fait gêner par 2 chutes. Voilà. Il se fait gêner par 2 chutes et il crève combien cette fois-ci 2 ou 3 fois cette année? Je crois que c'est 2. Ouais, voilà. L'année dernière, il avait crevé 4 fois, je crois, 3 ou 4 fois. Il avait cassé son dérailleur. Enfin, je rejoins totalement Johan et Yann en disant que à partir d'un certain niveau de pépins techniques, c'est pas de la poisse. Hein. C'est clairement un problème sur les trajectoires que tu choisis, sur le fait que tu es mal placé. Voilà. Si tu as une crevaison, ça peut être effectivement de la malchance, mais à partir d'un certain niveau, c'est plus le cas, quoi. Par contre, ce qui est assez fou, tu vois, quand on parle de Naesen, c'est de se dire que AG2R a fait une belle course et qu'en plus, sans Naesen, ils accrochent quand même un podium sur Paris-Roubaix qui est assez monstrueux. Ouais. Leur premier podium sur un monument. Bah voilà, c'est-à-dire que... Sérieux, à G2R, ils ont jamais fait de podium dans un monument en 15 ans? Bah non. Je crois pas, non. Alors, ils n'avaient pas trop une équipe de coureurs de classique quand même. Hein. Enfin, ils ont toujours eu plutôt des coureurs de tour ou de grand tour. J'ai vu la stat passer, il me semble que la dernière fois qu'ils ont fait un podium sur un monument, il n'y avait pas encore l'appellation AG2R dans le nom de l'équipe. C'était genre à la fin des années 90. De mémoire. Hein. Là, encore une fois, ça fait appel à ma mémoire à long terme. On sait qu'elle est totalement défectueuse. Donc, je tente le truc, mais bon, on verra bien. Peut-être sous AG2R prévoyance, mais... Je crois même pas. Je crois que c'était Chazal. Je crois que c'était ça à l'époque. Hein. Donc, ça date vraiment... Parce qu'AG2R prévoyance, c'est arrivé quoi? C'est 2003 ou 2002? C'est dans ces années-là. Hein. C'est arrivé juste après. Donc, non, c'est... Ouais. Bah, voilà, une belle première. 2e place, donc, de Sylvain Dillier. Vous voulez continuer sur... Est-ce que vous avez d'autres mecs qui ont pour vous raté leur Paris-Roubaix ou leur campagne de classique que vous voulez évoquer? Ou on passe directement au... Il y a Edvald Boasson-Hagen, je pense. Oui. Mais qui avait l'air pas mal en plus Paris-Roubaix, mais qui a eu pas mal de problèmes mécaniques et tout. Donc c'est un peu dommage. Il y a Christophe aussi, mais on s'y attendait. Oui, ouais. Ce qu'il soit complètement transparent. Ouais, il a chuté aussi plusieurs fois. Aussi, ouais, Christophe a chuté, ouais. Toute sa campagne est... Enfin, je veux dire, même si on prend hors Paris-Roubaix, hein, toute sa campagne est foireuse. Ouais, du côté des surprises, enfin, pas vraiment des surprises, mais c'était le cas Nils Polic, je sais plus qui l'avait mentionné sur un grand coureur de Flandrienne. Dans le podcast d'ouverture, on parlait des prochains coureurs qui vont exploser cette année. Mais Nils Polic, il finit 7ème, il finit juste devant Taylor Finney, et il règle le groupe Stibar, De Boucher, Naesen. Donc c'est vraiment pas mauvais pour quoi? Son combienième Paris-Roubaix, Polic? 2e, 3e? Alors là, en tout cas, un top 10, c'est très bon. Il faut que j'arrive à le trouver sur la start list, qui est assez compliqué quand on n'arrive pas à trouver déjà son équipe. Voilà, et ici, Nils Polic. Bah, c'est clair. Il a fait celui de l'année dernière, c'est sûr. Mais après, je sais plus s'il avait fait d'autres.
Logiquement, il est pro que depuis 3 ans. Donc, s'il a fait celui de l'année dernière, il a peut-être fait celui de 2000. Alors, il a DNF, celui de 2016. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, donc 3e Paris-Roubaix et 7e place à 24 ans. Bon, voilà. Et Finel retourne nulle part. Est-ce qu'il vaut mieux une 7e place sur Paris-Roubaix ou une victoire sur Paris-Nice d'étape? Voilà. C'est juste incomparable, non? Dans le genre question pourrie. Non mais ouais, effectivement, Polite, clairement, dans le top 10, c'est la surprise, quoi. C'est le petit jeune qui signe la bonne performance, quoi. Voilà. Ouais, Bon, carrément. après, avec Dillier, mais bon, Dillier, c'est plus vraiment un jeune, mais bon, c'est la grosse surprise, c'était Dillier, mais bon, voilà. Il y a aussi puis c'est pas la même Randall course. Janssen du côté de la Lotto NL qui finit Effectivement. 16e. Si on va dans les bonnes surprises, ouais. Puis même Tennyson, même s'il avait déjà montré plus en avant dans la campagne qu'il était très très fort, là c'est la première fois qu'il fait une belle place sur Roubaix, il me semble, parce qu'il fait 11e, donc il est offensif en plus, quoi. Il avait attaqué il finit devant Gilbert alors qu'il attaquait en même temps que lui. Hein. Non mais voilà, Tennyson, il a fait 2e, voilà, sur le travers la Flandre. Donc, Mike Tennyson, c'est ancien champion du monde des sports de cyclocross. Voilà. Il s'approprie en fait le leadership de la Sunweb sur la campagne, hein, mine de rien. J'ai retrouvé le dernier podium pour la AG2R, quand ça s'appelait Casino AG2R en 98 et Rodolfo Massi avait fait 3e de Liège-Bastogne-Liège. Voilà, bon, il y avait déjà G2R, ok. Dans les belles satisfactions, il y a peut-être Trek qui au-delà arrive encore à signer une belle perf avec pour le coup Stuyven qui finit bien. Enfin, on aurait pu attendre Degenkolb et au final c'est encore un autre qui arrive à intégrer le top 10. Donc c'est plutôt chouette. On nous avait vendu un Degenkolb qui était en dedans sur la campagne précédemment parce que justement il se préparait spécifiquement pour Paris-Roubaix. Finalement, ouais, voilà, un Degenkolb, c'est toujours pas ça. Mais bon, Stuyven, c'est le métronome. Hein. Stuyven, c'est impressionnant. Enfin voilà, top 10 de toutes les classiques. En incluant même Milan-San Remo. Si on sort, non mais c'est monstrueux, ouais, c'est assez monstrueux. Faire preuve d'autant de régularité sur des courses qui sont autant sujets aux problèmes et aux problèmes mécaniques, aux crevaisons, etc. Ouais, puis avec un gars comme Pedersen, ils ont peut-être un joli duo pour les quelques années à venir. C'est ça, ouais. Parce que ouais, en plus Stuyven, 25 ans, rappelons-le. Hein. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on le voit sur les classiques, hein, mais voilà, Stuyven, faut se rappeler de son âge aussi. Stuyven 25, Pedersen 22. Si Degenkolb retrouve pas son niveau, au pire il aura des mecs pour qui bosser. Hein. Oui, c'est sûr. Ok, alors toujours dans les bonnes satisfactions, qui c'est Marc Solaire. Oui, je l'avais noté, la petite surprise. Solaire, dont c'était évidemment foutu. On s'était moqué de lui évidemment lorsqu'il s'était présenté sur Paris-Roubaix. Ben voilà, il nous a bien renvoyé l'ascenseur puisque voilà, dans l'échappée et puis impressionnant. Il est sorti en tête de la trouée de la Ramberg, le cochon. Et voilà. Et ensuite, il roule avec Shiba en plus derrière. Hein. Il n'a pas fini après. Après, il a pas terminé la course, mais voilà, il a quand même montré que il passait partout, quoi. Est-ce que sur le Tour de France, il mettra 3 minutes à ses leaders sur les pavés et il se retrouvera leader de la Movistar? C'est le seul membre de l'échappée d'ailleurs, je crois. Mais est-ce que Marc Solaire va faire le Tour de France? Oui, c'est aussi la grosse question, mais bon. Il y aura déjà assez de problèmes d'écho. Avoir Valverde, Landa, Quintana, si en plus ça rajoute Solaire et que Solaire il est en forme et qu'il prend le maillot, imagine il prend le maillot jaune devant les trois. Ouais, imaginez, oui c'est ça, imaginez Solaire qui se retrouve le mieux placé de Movistar au bout d'une semaine de course. Mais ça va être la guerre aussi. L'anomalie. C'est même de Movistar. Ça l'est déjà, à mon avis. Hein. On sait pas trop, mais bon. Hein. Il y a quand même deux sur le Tour du Pays-Bas, c'était bien marrant de voir Quintana rouler sans Landa. Hein. C'était ouais. Voilà, l'entertainment pour le mois de juillet est présent, hein, d'ores et déjà. Ok, Solaire, effectivement, la bonne surprise. Qui c'est que j'avais noté après allez-y, hein, si vous avez des gens à évoquer. On peut. Ça en fait pas mal quand même là. Hein. Oui, voilà. À part les bonnes surprises, on peut carrément parler justement des gens qui sont pas des surprises, mais qui ont réussi. Alors, qui ont réussi Paris-Roubaix, à commencer par évidemment le vainqueur, Sagan. Qu'est-ce qu'on a à dire sur sa course, si ce n'est que ça a été presque la course parfaite. Hein, lui qui effectivement, comme l'avait dit Yann, s'était employé à faire de magnifiques déclarations dans la presse, un petit peu de trash talk, finalement il a assumé et au final il remporte la course avec une attaque au timing parfait, j'ai envie de dire. Moi j'ai eu très peur pendant la course qu'il refasse la même qu'au Tour des Flandres, à pas bouger, à tout laisser partir et puis les autres ils vont se débrouiller et puis se faire avoir sur la fin et puis après râler, les autres ils roulent pas. Enfin,
Je sais que pendant la course, j'étais là, oh, putain, il recommence ses conneries, et puis tout d'un coup, à 50 bords, il se réveille, et puis, bah, au revoir, c'est fini. Les complotistes diraient que ça fait 2 ans qu'il fait exprès de faire le mort dans ses courses pour cet objectif-là. Et que justement, hop. Bah, les complotistes, ils ont fait mieux, ils ont sorti, regardez, il a touché son capteur de puissance avant d'accélérer, donc oui. qu'il a mis un moteur. Évidemment, les fameux, c'est les mêmes qu'il y a quelques années, je pense, on va pas se mentir. D'ailleurs, Bounen qui fait désormais partie des complotistes, au passage. Il a rejoint la grande famille. Il a enchaîné sur Cancellara et sur Sagan, quoi. Le mec, en 2 jours, il s'est fait les deux. Ouais, je pense qu'il a eu la même consommation d'alcool que toi, et du coup, en interview, c'est mal passé. Bounen, c'est pas l'alcool. C'est pas faux. Après, au-delà de Sagan, c'est même pas toute la Bora, mais le travail de Burghardt est aussi monstrueux pour Sagan. Ce qu'il fait juste avant l'attaque, il roule comme un bourrin tout le long, il temporise, derrière il Burghardt, c'est de la folie. Il n'a pas débranché, il était là tout le temps. Il revenait à chaque fois. C'est le mec derrière Burghardt, quand Sagan il place son accélération, qui demande à Burghardt de rouler. Ça m'a fait rire par contre. Oui, juste après là, on demande de relais à Burghardt alors que son leader est parti. Non mais. Et ouais, clairement, il lui doit un petit bout de pavé, quoi. Non mais voilà. Burghardt était là dans ces 2 grosses victoires, c'est en V-Game, Paris-Roubaix. En V-Game, c'est lui qui dit à Sagan de se calmer, ok, calme-toi, tu vas faire le sprint, reste tranquille. Puis là, Paris-Roubaix, c'est grâce à lui aussi, à moitié. Donc... Ouais. J'avoue que j'avais dit précédemment que c'était un petit peu son énorme lieutenant à Sagan, mais finalement, Burghardt a presque été. J'ai presque l'impression qu'en fait, au final, quand on regarde toute la campagne, c'est Burghardt qui aurait été le plus précieux à Peter de toutes les classiques, quoi. Ah bah clairement, c'est pas son frère qui a été précieux. Bon, voilà. Même s'il finit pas mal. mais alors, attention. J'aimerais. C'est un grand coureur. Dans la série des fratries du vélo, des frères Arnac, j'ai envie de dire que le jurage, au fil des années, s'oriente de plus en plus en étant de moins en moins une arnaque, quand même. Parce que... bah c'est pas le pire. Non mais c'est pas le pire. Il y a des sacrées arnaques aussi dans les fratries. Monsieur Van Endert, là. Anthony Nibali aussi se montre de plus en plus, mine de rien. Ouais. De plus en plus, mais bon, je m'arrêterai à ça, quoi. Dans les bonnes surprises, il y a aussi il y a Finet qui fait une belle course, puis même les. Non mais là, c'est pas une surprise. C'est jamais. Il a mis le feu dans le carrefour de l'arbre. Non mais Finet, c'est une résurrection. C'est Jésus-Christ, Finet. Ouais, c'est ça. Il revient de nulle part. Ça fait 5 ans qu'on se fout de sa gueule parce qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau. Ça fait 5 ans qu'on dit qu'il est cramé. Enfin, ça fait 5 ans qu'on y croit et que finalement en fait, j'ai envie de dire que c'est cette année où on n'avait plus aucun espoir. C'est cette année où justement, quand on a évoqué le début de saison, quand on fait notre podcast début de saison, à chaque fois, on parle de Finet en disant c'est peut-être l'année. Et je crois que c'est la première année où on se dit bon, cette fois-ci c'est mort. Et c'est l'année où il refait surface, quoi. Et bon voilà, dédicace du coup à Liam, qui a dû faire un AVC quand il l'a vu attaquer. Ah ouais, non, il a mis le feu au carrefour de l'arbre. Non mais clairement. voilà. Ça a explosé en un moment. Les Belges qui étaient à côté de nous, ils n'ont pas compris. Du coup, c'est quoi la suite pour Finet? Un retour potentiellement dans le top 10 des championnats du monde contre la montre? Une chute dans 2-3 mois et puis il repart pour 5 ans d'absence. Oh putain. Alors là, il y en a qui s'en remettront pas, je pense. Mais c'était le meilleur EF en tout cas, parce que Van Mark, il a rien foutu de toute la course. Il était là, il était toujours dans le groupe des favoris, mais il a rien fait. Marc était quand même un peu plus costaud que Finet, il pouvait suivre les accélérations. Ouais, mais il a rien fait. Finet, au moins, il en a mis une, quoi. C'est-à-dire que Van Mark a décidé, bon, il faut que j'arrête de faire des attaques débiles. Du coup, il a fait plus d'attaques du tout. Au bout d'un moment, voilà, il s'est dit ça. Bon, il termine 6ème, dernier du groupe auquel il appartenait au sprint. Voilà, la logique. Groupe de 3, donc. Ouais, voilà. Le sprint contre Van Avermaet et Stuyven, il faut les taper quand même. Oui, c'est sûr. Ouais, puis c'est Van Mark. Enfin, faut aussi. Oui, voilà, tout était contre lui, j'ai envie de dire. Mais bon. Ok. Des choses à rajouter. Alors, l'homme dont on a évidemment absolument pas parlé jusqu'à présent et sur lequel, à mon avis, on va s'étendre un bon petit moment, c'est le héros, celui qui a ravi tout le forum et je pense une bonne partie du public. C'est Monsieur Dillier. C'est la surprise du jour. Alors, quand on regarde la composition de l'échappée, est-ce vraiment une surprise que ce soit lui qui arrive à tenir le plus longtemps? Je pense pas, sincèrement. Moi, je l'avais annoncé. Voilà, c'est mon petit moment de gloire. Sur le forum, j'avais dit s'il y en a un qui peut suivre Sagan un bon petit moment, c'est Dillier. Avec peut-être notre ami belge Wallace, qui malheureusement a finalement craqué au bout d'un moment. Mais voilà, Dillier, seconde Paris-Roubaix. Bon, déjà, la première question que j'ai envie de vous poser,
est-ce qu'il avait une chance de le remporter dans un duel face à Sagan dans le final? C'est vraiment la question de base. Alors vas-y, explique-moi. Bah, faut qu'il lance ce sprint, qu'il attende pas que Sagan lance ce sprint, parce qu'à Paris-Roubaix, celui qui lance en premier, il gagne en général. Ouais, C'est comme ça, qu'Eman qu'Eman avait battu Tom Boonen, c'est en lançant le sprint de devant dans le virage. Non, mais en effet, il avait une chance, mais en termes Ouais, de non, j'ai combat, pas dit qu'il- non, oui, c'est c'est proche pas- du néant, quoi. Oui, Oui, il c'est avait pas- une chance. On est à 98% contre 2% à peu près. Ouais, Ouais, mais enfin, il avait une chance, quoi. Surtout au vu de la course qu'il avait fait, au vu de comment il s'était Enfin, Sagan, dépouillé. il était Ouais. cramoisi aussi. Hein. Ouais, mais attends, Dillier, il passe 250 bornes tout seul. Enfin, pas tout seul, mais il passe 250 bornes à l'avant, tandis que Sagan il était dans le peloton pendant Ouais, mais Sagan, il a fait plus. pendant 200 bornes. Sagan, après, à la fin, il était cramé. Hein. Tu vois son sprint, il le lance, il se rassoit, il est un peu au bout de sa vie. Hein. Ouais, alors que Dillier était totalement tranquille Ah dans le oui. carrefour de l'arbre, hein, comme on l'a vu. Ah ouais, ça se voit. Non, mais à mon avis, si Sagan avait décidé d'attaquer à n'importe quel moment, Dillier il aurait craqué. Parce que Didier, il serait revenu. non, sans Sagan, il serait jamais revenu Dillier. Je Si, pense. si, ça- Non, bah, mais les- là, de toute façon, on n'en saura rien, les gars. Enfin, on Oui. va pas faire refaire le match, on saura jamais si. Puis Sagan, il l'a attaqué dans les secteurs. Hein. C'est quoi? C'est dans le secteur de M où il a essayé de faire tomber Ah oui, dans les. Ouais. dans les hit pool. Ah, mais sérieux, quoi. J'étais là, putain, mais sérieux. Quoi, j'étais à moitié mort de rire, j'étais à moitié horrifié. Je me dis, Non, mais putain, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Moi, j'ai envie de dire, Ah ouais, si ça marche, mais Sagan est un génie, hein, c'est tout. Ça marche, quoi. c'est genre, ah, je vais foncer sur l'arbre et je vais m'écarter au dernier moment. Quoi. Bah, tu Ce qui est mises- vraiment beau avec Didier, c'est qu'il a fait sa course et puis qu'à la fin, de toute façon, il a débranché le cerveau. Il savait qu'il fallait. Dès Et qu'il qu'il a un sort- podium de monument, et c'est beau qu'il se soit pas posé de questions. dès qu'il sortait d'un secteur pavé, enfin, dès qu'il sort du carrefour de l'arbre, il relaie Sagan. C'est le premier truc qu'il fait, quoi. Ça, puis en le regardant en mode, ah, c'est bon, vas-y, tranquille. Voilà. Dillier vainqueur moral, hein, j'ai envie de dire, pour ressortir les fameuses expressions. Bon, allez-y, hein, si vous avez des choses à rajouter. Ouais, à mon avis, il aurait peut-être pas dû laisser, il aurait peut-être dû laisser Sagan rouler à l'entrée du Vélodrome pour avoir une chance en plus. Est-ce que c'est pas l'euphorie d'entrer en tête dans le Vélodrome qui l'a un petit peu aveuglé? Ouais, peut-être juste parce qu'il n'arrivait plus à réfléchir. Hein. Il a passé 6 heures à l'avant. Ouais, c'est ça, c'est paye ta lucidité aussi au bout de plus de 250 bornes où tu sais que de toute façon t'es face à Sagan. Il sait que qu'au sprint il est quasiment grillé. Enfin, il a des chances qui sont proches du néant. Donc à ce moment-là, je comprends aussi qu'il soit juste en train d'essayer de profiter puis de tenter à la fin, mais en sachant qu'il va se faire cramer. Ouais, puis à mon avis, deuxième, c'était très bien aussi pour lui. Ah ouais, on peut clairement dire que c'était inespéré. Hein, voilà. Et puis, mine de rien, avec sa deuxième place, campagne de classique réussie pour G2R, alors que jusqu'à présent, c'était moyen avec Nielsen, quoi. C'était très moyen, et puis bof, la seconde place de Dillier qui bonifie complètement le bilan, qui au final est finalement très bon. Bon, voilà, quoi. Ça va aussi donner une raison à Nezen de rester à G2R mondial, parce que maintenant, l'année prochaine, il aura le deuxième de Paris-Roubaix 2018 qui roulera pour lui. Alors, justement, Dillier, quel est son avenir théoriquement sur les classiques pavés? Est-ce que vous le voyez potentiellement jouer du coup, maintenant essayer de tenter sa chance et d'être, non plus tenter l'échappée, mais de jouer avec les meilleurs, de tenter de rester avec les favoris, de se comporter comme un vrai leader? Donc pourquoi pas partager le leadership avec Nielsen? Ou vous pensez que toujours Nielsen à l'ascendant? Comment vous voyez son statut évoluer dans l'équipe et au sein de la grande famille des Flandriens? Johan? Le problème de Didier, c'est que je suis pas sûr qu'il ait une grosse explosivité. Et sur des monts pavés ou sur des secteurs pavés, je sais pas s'il peut suivre les meilleurs en fait. Parce que c'est un pur gazier, il a une endurance malade quoi. Il avait déjà fait la même sur la route du Sud l'année dernière où il avait attaqué dès le départ et puis il avait résisté comme un fou pour aller gagner le général. Mais je suis pas sûr qu'à la pédale comme ça dans un peloton calé, il puisse suivre en fait. Bon, après, en termes des Flandriens qui, en termes d'explosivité, étaient très mauvais, il y en a eu quand même quelques-uns qui ont fait des belles carrières, quand même. Enfin, notamment un loser extraordinaire qui s'appelait Fletcher, mais... Enfin, voilà, quoi, mais... Fletcher, il a pas gagné grand-chose, justement. Mais non, oui, non, mais je veux dire que mine de... Ouais, mais il a Mais fait Fletcher, quelques podiums, hein. il suivait Cancellara et Boonen dans les secteurs pavés, hein, c'est pas... Non, mais... Enfin, Même sans point de vitesse, c'est quand même un monstre. Hein. ben voilà, justement, fait Dillier sur ce qu'il a... Enfin, alors attention, alerte enflammade, mais je veux dire, quand tu parlais d'explosivité, Fletcher, ça a toujours été... En termes de manque d'accélération et en termes de... Enfin, Fletcher se posait là, quand même, quoi. Van Mark a quand même beaucoup plus, mais c'est un petit peu c'est le nouveau Fletcher, c'est pour ça aussi qu'il me fait penser, mais c'est... Enfin, voilà, quoi.
Yann, ton avis sur le Suisse? Moi, je rejoins pas mal Johan. Je pense que c'est un pur bûcheron qui envoie clairement du rêve. Mais je suis pas certain qu'il ait le petit truc qui lui permettra de leader une équipe ou d'avoir le statut de leader. Tant qu'il reste à AG2R, en tout cas, il y a comme Nyssen. Alors ok, sa campagne elle est un peu décevante, mais le mec c'est une brutasse. L'an dernier, il avait fait une campagne qui était plutôt chouette. Cette année, même en faisant une campagne décevante, il signe quand même des places qui sont pas non plus dégueulasses. Je le vois pas en tout cas pouvoir jouer le leadership à Nyssen sur les prochaines saisons. Après, à lui de nous donner tort, mais quand on regarde un peu ce que Dilly a fait quand il venait sur le ronde, bah il a jamais fait des perfs de l'espace. Hein. Ah mais clairement, hein, c'est la première fois qu'il se monte sur une classique pavée, hein, le Dillier. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est comme Emmanuel Herviti, tu vois, il a fait une grosse saison de Flandrienne une année en faisant des échappées. Oui. Maintenant, ça reste un mec correct, mais c'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Herviti, c'était des fonds de top 10, hein, c'était pas des podiums non plus. Oui, on n'en a pas tous les jours non plus des échappés qui vont au bout. Mais je le vois pas en tout cas devenir un monstre sur les pavés dans les années à venir. Ça va certainement devenir un super lieutenant ou un très bon soutien, mais pas au point de prendre le leadership. Oui, non, mais je pensais peut-être, j'allais pas jusqu'à le considérer comme un futur monstre, mais un futur acteur tout simplement, un futur mec qui pouvait avoir des ambitions sur ses classiques tout simplement. Bah, faut voir, je sais pas jusqu'à quand il est chez AG2R Minnesson au niveau contrat, mais je crois que c'est 2019. Tant qu'il aura un leader, je pense qu'il sera derrière. 2020. Visiblement, alors d'après Pro Cycling Stats, jusqu'en 2020, le contrat chez AG2R. Voilà. Non mais voilà, jusqu'à présent, il n'avait pas l'occasion d'avoir quelques prétentions que ce soit sur les classiques flandriennes parce qu'il n'avait jamais performé dessus. Mais est-ce que ça pourrait tout simplement lui donner des idées, quoi? Bon, voilà. Des choses à rajouter, même pas sur Dillier, d'autres coureurs qu'on n'aurait pas évoqués. On a quand même fait une bonne petite galerie là, mais est-ce qu'il y en aurait qu'on là, on a cité tout le top 20 là, les gars. Bah, il y a un cyclocrossman qu'on n'a pas cité. Si, ouais, Wout van Aert. Effectivement. C'est Van Aert. Ah non mais on va se faire tuer par notre audimat belge. Ouais, non mais est-ce que ça fait pas partie de notre charme, hein, le fait qu'on prononce tous les noms de façon incorrecte? Alors j'ai découvert que Debucher, ça se dit pas Debucher, ça se dit Debousqueré. Ah. Bon après, pour le nombre de fois où on le cite... Oh, comme c'était gratuit. Ah, mais c'est également une des autres caractéristiques de ce podcast, ça, c'est qu'on tape sur les gens de façon totalement gratuite. Hein. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Ouais, Wout van Aert qui était avec les favoris, mais qui est incident mécanique. Qui crève aussi. Voilà. Une nouvelle crevaison. Alors là, Johan, est-ce que c'est de la chance? De la malchance, ou est-ce que c'est un manque de... Il s'est pas roulé sur les pavés, hein, le cyclocrossman? Bah après, peut-être que son équipe a du matériel pourri aussi, pour le coup. Parce que, non, mais c'est vrai, non, mais déjà l'année dernière, il se plaignait de leur matos, alors c'est pas impossible qu'il n'y ait pas des trucs de fou. Hein. Ouais, non, mais sinon, sur Wout van Aert, en fait, il y a plein de mecs qui ont annoncé, ouais, il tiendra pas à distance. Déjà sur les trails manqués, ouais, mais ça fait que 200 bornes. Et puis après, non, il tient à distance, il est vachement bon. Il a que 23 ans, donc il lui manque encore un poil de fond pour pouvoir mettre son explosivité sur les secteurs. Sur les monts, sur les machins. Et puis en plus, il a 23 ans, c'est sa première saison de classique. C'est ses premiers, hein. C'est ça qui est impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'on sait clairement qu'il manque de caisse et que malgré ça, il arrive à être là, quoi. D'ailleurs, c'est quoi le futur pour Van Aert? C'est quoi? C'est une migration totale vers la route? C'est l'arrivée dans une grande équipe World Tour Bah, d'une grande équipe World Tour, je suis pas convaincu. Après, le truc, c'est qu'il va continuer à... Enfin, là, c'est lui qui porte son équipe, en fait, en cyclocross actuellement, donc il va continuer comme ça. Et puis, il gagne mieux sa vie pour l'instant en étant dans ce modèle-là que s'il venait sur la route. Donc, pour l'instant, en fait, tant qu'il est comme ça, il va continuer. Tant que Mathieu Van Der Poel continuera le cyclocross, à mon avis, il n'arrêtera pas le cyclocross. Si jamais Mathieu Van Der Poel arrête le cyclocross et qu'il commence à mon avis, le cyclocross, c'est mal barré pour lui derrière. Bah, Van Der Poel, je crois qu'il a prévu encore de faire jusqu'en 2019, il me semble, c'était ça qu'il avait dit, avant de passer complètement à la route. Il avait mais Mathieu Van Der Poel, il a pas l'air motivé pour la route, en fait. Ah bah, affaire à suivre. Ouais, encore une fois. C'est vrai qu'imagine dans 3-4 ans, tu auras des duels Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert sur le Tour des Flandres qui exploseront tout le monde. Bon, après, le problème de Van Der Poel, c'est que arrivera un moment où il aura tout gagné en cyclocross. D'ailleurs, il a pas déjà tout gagné Bah, pas tellement les titres de champion du monde, mais voilà. aussi, non, mais... Après,
je crois pas qu'il ait gagné la Coupe du Monde. Ah si, maintenant si. Donc je sais pas. Si, la Coupe du Monde, il a gagné cette année. Ouais. Donc, voilà. De toute façon, ils ont tous les deux tout gagné, non? Ouais, à peu près. Bah, voilà, Mais après, mais après c'est pas tellement. Enfin, cyclocross, c'est un peu comme le tennis, donc même si tu gagnes une fois un truc, c'est pas. Mais Stibar est passé la route. Rivalité. Stibar est passé la route justement parce que quand il est passé la route, il avait dit j'ai tout gagné en cyclocross, je veux passer la route. Donc. Ouais, mais tu vois qu'ils sont pas tout à fait dans la même logique quand même, parce que Stibar il est passé alors qu'il y avait encore de la grosse concurrence en face, quoi. Puis Stibar, il est pas passé pendant qu'il était super jeune aussi, il est passé genre quand il avait 24 ans. Il est passé assez jeune. Hein. Maintenant qu'on a évoqué tout le monde, parce que maintenant Attends, on va évoquer rapidement Marco Marcato et John Degenkolb, 18 et 17, et voilà, on a fait tout le top 1. Voilà, magnifique. Du coup, voilà. Marcato, meilleur UAE, classé au passage. Et d'ailleurs, meilleur Paris-Roubaix de sa carrière, Marco Marcato. Non, c'est pas le seul. J'allais dire peut-être le seul d'ailleurs classé, mais non. Non, Bistrom, 27. Puis il y a Coulsoni et Christophe. Ouais. Oh, putain, mais oui. Ouais, Marcato devant Christophe. Hein. Enfin, d'un côté, la moitié du peloton devant Christophe. Hein. Oui, c'est sûr. Du coup, maintenant qu'on a terminé sur l'Enfer du Nord, pour conclure le podcast, on va vite fait, rapidement. On parle pas du Pays Basque Ah ouais, non. Ce fameux coureur chasseur d'étapes qui est Julien Alaphilippe. C'est ça. Bah, en fait, le Pays Basque est directement lié je pense, aux Ardennaises, parce qu'on va l'évoquer quand on va parler des Ardennaises. Du coup, voilà, on arrive sur la fin du podcast, la partie où on va pas donc parler des classiques qui vont arriver, les Ardennaises, donc l'Amstel Gold Race. Les Valverdiennes. Voilà, les Valverdiennes. La Flèche Wallonne, qui elle est la vraie Valverdienne. Hein. Ça fait 4 ans d'affilée qu'il la gagne, celle-là. Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, les 3 Ardennaises. Alors, vite fait les évoquer, qu'est-ce que vous allez dire sur ces classiques ? Et après, on fera un petit pronostic. Et là, je pense qu'au moment où on abordera le pronostic, on va forcément reparler du Tour du Pays Basque, parce qu'il y a beaucoup des acteurs du Pays Basque qu'on va retrouver sur ces Ardennaises. Bon, même si finalement l'acteur principal du Tour du Pays Basque était Roglic, et que lui, il fera pas les Ardennaises, hein, d'après ce que j'ai compris. Bon voilà, on pourra en parler vite fait. Mais du coup, qu'est-ce que vous attendez de ces classiques ardennaises qui sont des classiques qui pour beaucoup sont ennuyeuses, mais pour certains sont plus belles que Paris-Roubaix, n'est-ce pas Alex ? Exactement. Moi, j'attends l'arrivée à Liège pour Liège, le retour à Liège de Liège-Bastogne-Liège en 2019. Là, on va enfin avoir de l'action plutôt que cette vulgaire course de côte qui nous propose Arance en ce moment. Et à part Liège, t'attends quoi des deux autres des courses survoltées Quoi sur Flèche Wallonne, on va dormir jusqu'au mur de vie, hein, comme d'habitude. Et puis l'Amstel, ouais, c'est la seule qui va être intéressante au final. L'Amstel, Sagan, potentiel vainqueur ou pas ? Alors Sagan qui hésitait sur sa participation pour l'Amstel. Gilbert pour le retour. Pourquoi pas, mais qui hésitait sur sa participation à l'Amstel lors de son interview sur France Télé. Mais là, j'ai vu la start list de l'Amstel et il a annoncé dessus comme leader chez Bora, quoi. Alors, je sais pas si c'est officiel ou pas, vous allez peut-être me le dire, Yann. Il a annoncé sur PCS aussi, mais voilà. D'un côté, si tu peux pas ne pas donner à Sagan le rôle de leader s'il est aligné. Enfin, oui, c'est sûr. C'est obligatoire. C'est leur tête d'affiche, mais je sais pas s'ils ont tweeté leur coup. Après, ce serait dommage que Sagan n'y participe pas, alors que cette année, il a un pic de forme un peu plus tardif, qui a déjà des références sur l'Amstel et qui peut parfaitement la gagner, quoi. Surtout depuis le changement de parcours et l'arrivée sur du plat, quoi. Enfin, d'ailleurs, je serais Sagan, moi j'irais même, j'irais même jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, hein. Après la flèche parce que ça sert à rien, mais. Oui, non, mais voilà. Après, Liège-Bastogne-Liège de l'année dernière, quand on voit que Matthews arrive à faire dans une bonne place, voilà. Bon, même si j'ai quand même l'impression que Sagan a un peu perdu ses qualités de puncher depuis quelques saisons, puisque j'ai l'impression qu'il devient plus un classic man pour les Flandriennes et tout, donc on a l'impression qu'il est moins impressionnant que c'est sur ses premières années dans les bosses. Mais bon, si Matthews arrive à faire un top 10 sur une Liège-Bastogne-Liège, Sagan on est tout à fait capable aussi, je pense. Yann, ton avis sur les classiques sur ces classiques en général ? Moi, j'attends pas mal de voir d'une part l'affrontement entre Valverde et Alaphilippe, parce que l'an dernier on n'en a pas eu, qu'Alaf n'était pas là. Et puis il y a deux duos de Belges que j'ai bien envie de voir. Claquer un top 10 et puis rien faire derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Non mais c'est anti-français primaire, mais c'est une caricature maintenant. Et on attend quel coureur néo-zélandais, Alex, pour les Flandriennes, pour les Ardennaises ? Moi, je suis à fond derrière Michael Matthews pour les Australiens. Ouais, en fait, tu choisis à chaque fois un coureur qui t'arrange. Ah, mais Matthews, je pense que ça va pas trop l'arranger cette année, hein, vu ce qu'il montre jusqu'à présent.
Là, pour le coup. Et attention, futur vainqueur de l'Amstel, respecte pas, s'il te plaît. D'accord. C'est Coquard le vainqueur d'Amstel. Mais j'avoue, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Coquard, il y a son nom dessus. C'est quand même d'Alex qui nous mettait la Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde cette année en foot. On s'éloigne. Alors là, je donne aussi en termes hors sujet, là, t'as exposé tous les hors-sujets qu'on avait fait. Des gars, comme tu veux, en prono, mais à la fin, côté néo-zélandais, Patrick Bevin a plus de chances qu'Alaphilippe de remporter une Qu'est-ce qu'il raconte? Patrick Bevin, wow. Non, mais les dernières Ardennaises d'Alaphilippe, tu les as vues quand même, Alex. Ouais, mais c'était il y a 2 ans. C'était au moment où c'est on les croyait tous. Maintenant, il a un âge canonique, il peut plus rien faire, quoi. Alors Valverde, c'est un petit genou. Non, mais il a jamais confirmé derrière Alaphilippe. C'est vrai qu'il n'a jamais gagné depuis. Non, mais alors là, je pense qu'on a dépassé tous les niveaux de mauvaise foi qu'on a eu dans l'histoire du podcast. Non mais. On est pas en train de dire qu'il va faire un triplé, le garçon. Non, mais que techniquement, il peut gagner au moins une des Ardennaises, et surtout. Ah non, il peut. En théorie, Il a les capacités pour les gagner. À mon avis, il a les capacités pour aller les gagner, mais il va pas le faire. Il va faire top 5 sur une, et puis c'est tout. D'accord. Bon alors, si vous voulez... J'ai envie d'y croire. Si vous voulez, abordons le cas Alaphilippe. Allons-y. On l'avait évoqué après son Paris-Nice, où effectivement, on avait avancé quelques suppositions, quelques hypothèses sur le pourquoi il n'arrivait pas à tenir dès lors que c'était de la haute montagne. C'était une question de récupération. Est-ce que c'était une question où il n'était pas assez bon grimpeur? Là, depuis, le Tour du Pays Basque est arrivé. Alors, certains disent qu'il a volontairement lâché du lest pour le général pour pas se cramer. Toujours est-il qu'il a démarré le Tour du Pays Basque sur les chapeaux de roue avec 2 victoires d'étape, qu'il était leader et qu'il s'est complètement effondré au général, une nouvelle fois. Et là, le Tour du Pays Basque, en termes de haute montagne, c'est pas vraiment ce qui se fait de pire. Mais bon, il y a quand même l'étape où il craque, il y a un col de 9 km, je crois. Donc, Alaphilippe... Quelle est votre théorie sur... Il s'est dépensé énormément sur le chrono pour essayer de rester au contact. Alors, quelle est votre théorie, quel est votre sentiment sur Alaphilippe? Est-ce que c'est juste qu'il manque complètement de régularité? Est-ce que c'est l'homme des courses d'un jour? Est-ce que c'est un type qui n'a pas de bonne récupération? Voilà, on refait le même débat qu'il y a 2 podcasts, mais cette fois-ci avec de nouveaux éléments. Très rapidement, quel est votre avis sur la question? Yann, je te laisse commencer. C'est peut-être juste une question de qualité aussi. Il y a un moment, on sait qu'il est très très fort sur les murs qui sont assez courts. Là, il a craqué au Pays Basque, mais d'un côté, c'est pas Valverde qui, avec son pic de forme permanent, est bon sur tous les terrains qui grimpent. Lui, on a toujours vu qu'il grimpait très bien sur des grosses pentes assez courtes, et que dès que ça devenait des cols, il explosait. L'an dernier, il l'a fait aussi c'était sur Paris-Nice, où il avait pris un énorme éclat en fin de course, où là, il fait pareil au Pays Basque. Moi, ça me choque pas. Enfin, c'est vraiment pas le genre de truc qui me rend inquiet. De là à dire qu'il s'est réservé, je pense pas non plus forcément qu'il en ait énormément gardé sous la pédale. D'un côté, il a une bonne semaine pour récupérer, voire un peu plus. Donc, non, je pense que c'est juste une question de qualité. Peut-être que dans 5 ans, il aura la capacité de passer les gros cols avec les meilleurs. Pour l'instant, il l'a pas, et c'est pas grave. Le truc de se réserver, c'est une théorie qui a été avancée par certains. Mais bon, dès lors que tu joues pas le général, pourquoi tu te crèves sur un contre-la-montre, quoi? Ça n'a pas trop de logique. Peut-être qu'il y croyait. D'un côté, il s'est crevé sur le contre-la-montre avant. Enfin, il avait lieu avant les énormes étapes, ce contre-la-montre. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est tout ça pour dire que c'était pas. Surtout qu'il avait pas l'air d'avoir recours le parcours en plus. Parce que apparemment, ça se voyait dans ses trajectoires en descente et tout. Le craquage n'était pas prévu, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Oui, Johan, certainement. Johan, ton avis sur Alaphilippe? Est-ce qu'il peut faire quelque chose sur les Ardennaises? Je pense que là. Ou est-ce que tu crois comme Alex que non, c'est mort? Non, oui, il peut faire quelque chose. Enfin, sur les 2 premières étapes, il était ultra costaud. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas ultra costaud sur les classiques ardennaises. Alaphilippe, sur une journée, il est capable d'être monstrueux, même, je pense, sur la globalité du parcours et sur des courses d'usure, il est même plus monstrueux que Valverde, je pense, à son meilleur. Mais après, c'est juste qu'il ne sait pas gagner, mais ça, c'est un autre problème. Il faudra que ça se débloque à un moment ou à un autre. Il vient de gagner 2 fois là quand même. Là, l'argument il est invalide. Ouais, mais c'est pas pareil de gagner une étape. Une grande classique. Tu es plus fort et quand tu arrives à aller tout le seul avec Roglic que gagner une grosse classique, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais cette année, il a jamais autant gagné que cette année. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que le compteur commence à se débloquer, quoi. Que le blocage est de. Ouais, après, Alaphilippe, il a certainement un autre enfin, j'en sais rien s'il a un blocage, mais ce que dit Yuan est vrai aussi, parce que jusqu'à présent, il a jamais battu Valverde
Et je parle de Valverde en particulier parce qu'il y a une campagne où il se retrouve à chaque fois derrière lui. Et tant qu'il il faut que ça arrive, quoi. Le jour où il arrivera à le battre une fois sur une arrivée, et si possible sur une des Ardennaises qui arrive, peut-être que là il va débloquer et faire un peu une transformation à la GVA où il a commencé derrière à tout enchaîner. Mais c'est ce qui lui manque à il lui manque la vraie victoire. Il faut qu'il prenne conscience d'un truc, c'est que face à Valverde, il faut qu'il fasse exploser la course. Faut pas qu'il attende et qu'il se dise je suis un puncher, je peux gagner à la fin en étant bien et tout. Faut qu'il demande son équipe d'en foutre de partout, quoi. Bon, alors foutre la merde dans la Flèche Wallonne, ça va être compliqué. Peut-être le Liège-Bastogne-Liège, c'est le meilleur terrain, mais. Liège-Bastogne, je peux attendre la roche au Faucon et puis on va accélérer un petit peu. Même la Redoute, parce que la Redoute, elle va être au programme de la Flèche Wallonne aussi, parce que cette fois-ci, elle part pas de Charleroi, elle part de Serein. Donc on passe par la Redoute et la Véquée. Donc ça peut être peut-être une sorte de mini-reco pour les gens qui feront Liège-Bastogne-Liège et mettre le paquet dès la Redoute, ça peut être une stratégie. Après, ça reste quick step, hein, avec l'effectif qu'ils ont et la densité. Même si le parcours est pas toujours fou, ils peuvent en mettre de partout. Hein. Quand t'alignes des mecs comme Gilbert Alaphilippe, Jungels, Terpstra, Mas, je veux dire, ça va quoi. T'as le réservoir pour t'amuser à envoyer des gars et tout faire péter en permanence. Ouais, c'est clair et net. Hein, voilà. Après, on peut pas dire que Valverde manque d'équipiers autour de lui. Surtout que, ce fait comble, inattendu, on a l'impression que Betancourt revient. Moi, je regarde les résultats de ces dernières semaines de notre ami Carlos. Il a arrêté le McDo, hein, visiblement. Hein. Est-ce que ça serait le retour ? Bon, enfin, il arrête tous les 2 mois, puis il le recommence derrière. Hein. Ouais, oui, c'est un peu son problème. Au bout d'un moment. 5e du Grand Prix Miguel Indurain, 4e de la Classica Primavera. Voilà. Ce que je demande, c'est quand même. D'accord, les gars, la Classica Enfin, il y a 2 Movistar qui font premier. Derrière, t'as Wilmar Paredes, après t'as Betancourt et t'as qui sur cette course ? Non mais ceux qui croient encore en Betancourt peuvent se raccrocher à ça. Bon, moi j'ai laissé tomber depuis un moment, mais voilà quoi. Alors pour Valverde aussi, la question est-ce que Landa va accepter de faire le larbin sur 2 courses d'affilée ? Parce qu'il est prévu avec Soler sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne. Est-ce qu'il est prêt à travailler pour Valverde sur les 2 courses ? En tout cas, il pourra pas gagner à Landa quoi qu'il arrive. Enfin, c'est pas des courses qui ont un profil pour lui, donc. Tu penses qu'il vient juste pour faire chez Valverde et lui piquer une place d'équipier ? Ça serait petit quand même là. Alors là, ça serait le comble. Là, ce serait du gros complot quand même. Ah, j'avoue. Solaire, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Hein. Solaire, il va être aveuglément équipier. Mais... C'est le mec typiquement formé à la Movistar. Voilà, Solaire, je pense qu'il n'y a pas de problème à Valverde, loin de là. Ok. Mais Landa, est-ce qu'il va pas jouer sa carte perso dans le mur de vie, par exemple ? Landa dans le mur de vie. Moi, j'y crois pas. Non, mais surtout à la Movistar, s'il y a bien un truc qui a jamais été lâché à qui que ce soit d'autre, où il n'y a jamais eu de malentendu sur le leadership, c'est les Ardennaises. C'est pour aller rendre Valverde et voilà. Point. Même de l'époque où discuté, c'est son domaine, c'est son royaume. Même de l'époque où il y avait Joaquim Rodriguez, quoi. Ouais, ça a toujours été son univers à lui. Et autant des fois ça discute sur le Tour de France pour savoir qui va avoir le leadership, machin. Ça s'est jamais posé pour ces courses-là. T'as quand même un mec qui en a je sais pas combien en palmarès. Enfin... Ah bah 8, 9. Il a 4 ou 5 flèches et il a 4 Liège-Bastogne, je crois, de mémoire. Voilà, ça suffit, ça parle de soi-même. Tu peux pas lui commencer à lui dire ah bah écoute, peut-être que c'est Landa qui sera leader sur ça. Ça va, Landa il a jamais rien montré là-dessus, il va pas venir lui jouer le leadership. Hein. Je suis quand même trop fort, hein, c'est bien ça, c'est 9. Hein. 4 Liège-Bastogne, 5 flèches. Oh purée, mais c'est ce palmarès de fou furieux quoi. Ouais, il lui manque l'Amstel, donc voilà, pourquoi pas la. Ouais. Bah, 2 fois deuxième, 1 fois troisième. C'est ça. Des choses à rajouter sur les Ardennaises, des coureurs qu'on n'aurait pas évoqués dans les coureurs français, il y a Villermoz chez G2R. L'année dernière, c'était fait pourrir parce qu'il y avait Bardet qui voulait faire sa placette et puis Villermoz était obligé d'attaquer avant, alors que c'est Villermoz qui a meilleur point de vitesse. Donc moi j'attends de voir s'il va pouvoir se débloquer un peu sur les Ardennaises et faire des trucs. Je l'attends sur la flèche, moi, parce que typiquement c'est la course qui même sur Liège, si c'est dans une configuration comme l'année dernière et qu'il arrive dans le groupe, Villermoz il va vite, hein. Ou même sur une bosse courte, il a déjà fait des trucs où il défonçait tout le monde. Donc là où il est monstrueux, c'est sur les pourcentages très très forts. Enfin là, mais en Bretagne, c'était pas très raide, hein. Oui, non, mais même je sais pas si vous avez vu récemment comment il... J'étais sur quelle course où on l'avait vu vraiment, il faisait partie des tout meilleurs. Je me demande si c'était pas sur... Alors là,
C'est Paris-Nice, ouais. Ouais, c'était Paris-Nice où sur les pourcentages les plus forts, il était clairement parmi les tout meilleurs. Alors qu'il y avait quand même du bon monde autour de lui, quoi. Vraiment, dès qu'il est sur des pourcentages aux alentours de. Au-dessus de 10-12%, c'est vraiment. Il est très très impressionnant, quoi. Bon, voilà. Alors sinon, il y a Rudy Mollard aussi côté français. Alors là, oui. On va voir comment il va s'être établi de sa chute sur le Tour de Pays Basque, mais ça peut être cool. Qui avait fait 9ème de la Flèche l'année dernière, je crois. Ouais. La petite surprise. Et puis il y a Benoît Vaugrenard. Qui effectivement a fait un top 10 en 2006, donc pourquoi non, pas. mais arrête, Vaugrenard pendant des années ça a été le meilleur français sur les Ardennaises. Hein. Voilà, entre 2006 et 2009, quoi. Non, mais donc, comme il je sais pas, il a fait une deuxième place sur Ruta Delhi, donc peut-être qu'il va retrouver son niveau, je sais pas. Mais c'est en échappé, je crois. Hein. Je crois que attention. Ouais, non, mais je veux dire, c'est Sylvain Didier qui a gagné Ruta Delhi, donc si Vaugrenard il fait deuxième du Liège-Bastogne-Liège, ça veut dire que Ruta Delhi c'est la meilleure course du monde. Hein. Ouais, ça doit être ça. Il y a aussi alors c'est pas chez les Français, hein, mais chez les Belges, il y a quand même deux petits duos qui sont le duo Wallens-Benoît de la Lotto et puis Tuns Van Avermaet de la BMC, où j'ai bien hâte de voir si. Surtout Tuns. Oui. Ouais. Surtout Tuns, moi aussi j'attendrais plus que Van Avermaet, quoi, parce que. Voilà. Bah, c'est plus qu'ils ont une double carte en fait. Oui. C'est là où ça devient très puissant, c'est que tu peux laisser un Greg Van Avermaet faire sa course et puis Tuns suivre et essayer de régler tout ça. C'est là où ils sont. Et attention à Patrick Bevin, meilleure pointe de vitesse. Il insiste. Non, mais Tuns, ça sera intéressant de voir s'il s'est développé au point de pouvoir battre Valverde ou Alaphilippe à la pédale dans un mur en fait. Tuns, moi je l'ai dans mon prono, je l'ai mis vainqueur de la Flèche, moi. Tuns, depuis, il a fait un Paris-Nice très 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 bon. Sur le Pays Basque, même s'il n'est pas là au général, il se montre quand même super bon, super fort. Pays Basque, ça sentait la sortie de stage un peu raide, ça, et puis tu débloques au fil des jours. Quoi. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure que la course avançait, il était de plus en plus fort. Donc moi, Tuns, j'y crois vraiment. Surtout que l'année dernière, c'était un petit peu la surprise du chef. Je crois qu'il fait deuxième de la Flèche, c'est ça ? Deuxième ou troisième, je sais pas, sur le podium en tout cas. Mais c'est pas Dan ? Ça doit être Martin qui fait 2, non ? Alors, d'ailleurs, parlons-en de Martin. Ouais, le fantôme. Cet homme qui sort de 3 saisons où il est monstrueux, notamment les deux dernières, je crois, où il est sur le top 10 de toutes les courses où il fait quasiment. Enfin, c'est une régularité sans faille. Ancien vainqueur de Liège aussi, et qu'il a fantomatique depuis le début de saison. Moi, il m'inquiète, hein. Surtout que je l'ai à rival, donc réveillez-vous s'il vous plaît, monsieur. Il va l'arbiner pour Rui Costa, et puis voilà. Hein. Alors, putain, le jour où t'es quand même t'es contraint de l'arbiner pour Rui Costa, c'est quand même qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé dans ta carrière. Bah, tu veux dire un choix d'équipe. Je préférerais l'arbiner pour Diego Ulissi plutôt que Rui Costa dans cette situation quand même. Mais surtout que Rui Costa c'est pas tip top aussi depuis quelques saisons là. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ouais, Daniel Martin sera leader, hein. Faut pas se mentir. À part peut-être sur l'Amstel où Costa a une meilleure carte à jouer, mais sinon Martin sera leader. Bon voilà, en espérant un retour de l'homme le plus sexy du peloton. C'était gratuit. Encore une fois, c'est gratuit. Hein. C'est une des marques de fabrique du podcast. Hein. On n'a pas du tout évoqué aussi un mec comme Katowski. Katowski qui s'est raté sur sa campagne de classique jusqu'à présent. Hein. On va pas se mentir. Aussi raté sur le Pays Basque. Voilà. Katowski sur son, en fait, c'est les classiques sur lesquels il a théoriquement le meilleur profil, les Ardennaises. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir à son meilleur niveau, qu'il va être un vrai acteur ? Même si jusqu'à présent il nous a déçus, notamment sur les Flandriennes, où on l'attendait un peu plus, mais comme à l'image de toute l'équipe Sky, il s'est pas montré du tout. On verra, non ? Non, mais c'est compliqué de se prononcer sur lui, et puis sur la Sky en général, parce qu'on les voit pas. Enfin, pour l'instant, ils sont invisibles, et on a l'impression qu'ils subissent à moitié la course tout le temps, donc pas simple de savoir. Après la Sky, ils ont, que ce soit avec Kwiatkowski ou avec un autre coureur, ils ont toujours par exemple avec Henao, je crois qu'il y a Moscon qui est prévu sur certaines. Enfin, ils ont toujours quand même un réservoir qui peut leur permettre de sortir un mec de leur chapeau qui va aller victimiser tout le monde. Hein. Faut pas oublier que c'est Woodpulse qui a gagné. Enfin, tu vois, il a déjà bien gagné. Woodpulse, c'est le mec qui a fait plusieurs saisons où il a fait des campagnes assez monstrueuses. Je crois qu'il y a une campagne où il gagne évidemment Liège. Liège. Et il fait même sur les autres courses, il fait des bonnes placettes. Mais est-ce qu'il est il me semble même pas l'avoir vu sur la start list. Il est pas sur la SL. PCS, hein, mais en tout cas sur la. Ah si, il est sur la Flèche en tout cas. Sur la Flèche, il est annoncé, ouais.
Ah, il est pas sur l'Amstel, ouais, je confirme. Ouais. Mais il sera du coup peut-être sur Liège aussi. C'est sur la Flèche, c'est probable qu'il soit sur Liège. Après, sur Liège, si Pouls est annoncé, il sera aussi avec Kwiatkowski, Thomas et Nao Moscon. Ça va envoyer du lourd du côté de la Sky. Effectivement. Bon, des choses à rajouter ou on Fabio passe Aru aussi, annoncé sur Liège. Est-ce que Fabio Aru vous y croyez pour les classiques, sincèrement? Alors que lui aussi il joue à cache-cache depuis le début de saison. Est-ce qu'il faut Non, il va croire aller à porter Aru des pour quoi que ce soit en fait? Il a gagné un grand tour de plus que. Bah ouais, mais ça fait. Enfin, Ouais. depuis. Ouais, que Ryan Coquart. Depuis. Depuis, il s'est un peu stabilisé, quoi. Il a arrêté d'avoir des pics de forme pile après les jours de repos, quoi, en fait. Mais... Sinon, Ouais, Nibali, surtout sur on les en a Ardennaises, parlé, quoi, parce que Nibali si tu l'as après ton jour de repos, ton pic de forme. Ouais, Nibali aussi qui est prévu sur les. Nibali, est-ce que vous y croyez pour les Ardennaises? Bah, Moi, franchement, j'y peut-être. crois. Moi, j'y crois, hein, franchement. Bonne surprise sur Liège-Bastogne-Liège. S'il est aligné sur Liège-Bastogne-Liège, je le mets vainqueur. Ah oui, t'es comme ça. Mais Liège-Bastogne-Liège, il y a une édition où il était très fort, il est parti dans le final, il a complètement Une édition, craqué. il fait 2. Voilà, Une je édition, il je fait crois que 2 et Glinski gagne. c'est Et Glinski qui Vauclair gagne, ouais. fait 4. Je crois que c'était ça, ouais, je me rappelais. Ouais. Il se fait dépasser et laisser sur place par Glinski. Allez, les bons souvenirs. Hein. Bref. Donc ok, Nibali, Alex y croit, pas de souci. Voilà. Nibali qui a dans son équipe les Izaguirre. Attention Ouais, aussi. et Pozzolini Potentiellement aussi. deux autres mecs qu'il faut pas sous-estimer pour les classiques. Surtout que Pozzolini Yon en l'année équipe dernière spéciale. est placé hein, sur deux des trois classiques, je crois. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les mecs qu'on avait évoqués. Juste pour terminer, le tour de table, le pronostic avec vos vainqueurs pour les trois courses. Est-ce que quelqu'un est prêt à me les délivrer? Moi, je les ai. Moi, je les ai. Alors, vas-y, je te laisse commencer. Alors, Tim Wellens sur l'Amstel Gold Race. Hashtag vrai cyclisme. Julien Alaphilippe sur la Flèche. Et Bokom Olema sur Liège. Ok. Yann, ton pronostic? Moi, je verrais bien Gilbert sur l'Amstel, Alaf sur la Flèche, et puis sur Liège. Attends, faut que je regarde la start list, voir s'il y a déjà tout le monde de prévu ou pas. On peut quand même à peu près savoir qui sera C'est à peu présent. près quoi. les mêmes Ouais, voilà. Ouais, mais des fois ça bouge un peu, donc tiens, il y a Pierre Roland. Donc Pierre Roland, du coup. Ok. Non, donc pas Pierre Roland, non. Non, mais j'aimerais bien une victoire d'un bon gros bûcheron, genre Tige Benoît, avec la loto qui fait un bordel monstrueux. Ok. Alex, ton pronostic? Amstel, Philippe Gilbert. Flèche Wallonne, Alejandro Valverde. Et Liège-Bastogne-Liège, Vincenzo Nibali. Voilà, donc on est trois. Enfin, sur les trois pronostics, Valverde a été cité une seule fois quand même. Donc la fin du règne, hein, j'ai envie de dire. Après, c'est un moi, je Après, souhait. on a oui, essayé de je varier. sais pas, Moi, donc, je peux dire les trois. Je peux dire Amstel, Flèche, Liège, Alejandro Valverde, si tu veux. Mais ça va pas être très drôle. Ah, moi, j'ai prévu Amstel Rest, Valverde pour la première. Flèche Wallonne, Tuns. Et Liège-Bastogne-Liège à la Philippe. Bon, voilà. Peut-être emballement sur Liège. Non, j'ai envie d'y croire à la Philippe, allez. On verra. Ok. Est-ce qu'on conclurait pas là? Est-ce qu'on serait pas en train de pédaler dans la semoule depuis quelques temps là, hein? Ici, c'est bien là. Est-ce qu'on serait pas sur 1h18 de podcast déjà? Donc est-ce qu'on se dirait pas au revoir? Moi j'ai envie de dire que si. Donc le traditionnel mot de la fin, là encore une fois un nouveau tour de table. Alors énormément de pression hein, sur les épaules des gens. Alors, Alex, est-ce que t'as prévu un truc? Putain. Est-ce que tu vas nous régaler comme la dernière fois? J'ai dû préparer la va-vite, donc je la connais pas par cœur, donc il va me falloir laisser un peu de temps et passer à une autre conclusion d'abord et revenir. Ok. Moi, je veux absolument une conclusion parfaite de ta part, donc pas de souci, je te laisse du temps, on va faire quelqu'un d'autre avant toi. Yann, pour ta première, le mot de la fin? Ouais, si vous voulez. Non, mais que pour une fois, on est des Ardennaises vivantes. On essaye de pas trop se faire chier pendant 2 semaines. C'est beau de rêver. Johan? Moi, j'attends terriblement qu'il y ait un Paris-Roubaix féminin. Parce que Sanekant a dit que c'était la seule chose qui lui ferait faire une saison sérieuse sur route. Voilà, donc un mot de la fin que comprendront 8 personnes. Merci. Sanekant, c'est le plus gros charisme du cyclisme actuel. Peut-être. Je te fais confiance. Alex, alors ta métaphore incroyable? Allez, c'est parti. Mais c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est mon mieux que la dernière déjà, fois, mais... nivellement par le bas. Le mec qui prévient déjà que ça va être nul. Alors, cette fois-ci, c'est le 8 janvier 2003. C'est le vol Air Midwest 5481 qui part de Charlotte pour aller à Greenville.
L'avion, il part dans un stall et il s'écrase dans un hangar. Tous les 20 passagers à bord sont tués. Il y a un blessé au sol et un mort au sol au passage. Au final, on découvrira que le stall a été causé parce que l'avion on a mis trop de poids dedans. Et au final, c'est pas parce que les pilotes sont gourés sur les calculs. C'est parce que le poids moyen des Américains avait augmenté de 10 kilos depuis 1936. Parce que oui, l'aviation américaine de 2003 utilisait les poids de 1936. Donc, c'est en référence aux affaires de dopage de maintenant. Je pense que pour défendre Christopher Froome, ne pourrait-on pas dire que finalement, c'est les ratios des années 90 qui ne sont pas hors de date. Voilà. Ah, ok. Moi, je croyais qu'en fait, c'était une métaphore sur Bettencourt au début. Mais ok. Ça marche aussi, Froome. Encore une fois, tu restes dans la dimension aéronautique. Hein. J'aime bien cette thématique. Ok. J'ai rien compris. La prochaine fois, je prendrai un bac. Pareil, hein. Elle m'a mis en PLS cette conclusion. Mais comme la première, hein. Moi c'est un des secrets d'Alex. Hein. Ces conclusions, moi je les valide totalement. Elle se regarde au montage, il n'y a aucun souci. Moi de mon côté, mon mot de la fin, comme d'habitude, ce sera le plus ennuyeux de tous parce que j'ai jamais de mot de la fin en fait. Moi le mot de la fin, c'est juste on se retrouve pour quand logiquement, après les Ardennaises. Pour faire un petit débriefing qui sera sans doute peut-être l'épisode le plus court de l'histoire du podcast parce que bien souvent les Ardennaises il n'y a pas grand chose à dire à part alors là Valverde a gagné. Et Valverde a gagné. Voilà, en espérant qu'il se passe un peu 2-3 trucs en plus. Peut-être qu'on évoquera le Tour du Trentin hein, pour ajouter du contenu à ce podcast. Voilà. Le Tour de Romandie qui est très bien tracé cette année. Peut-être qu'il se fera aussi un petit peu avant le Tour de Romandie. On verra bien quand il se fera cet épisode. En tout cas, en attendant, bonne campagne d'Ardennaise. On se retrouve du coup dans quelques semaines pour la suite. Ciao. Ciao. Salut. Salut.